Alec, un mage sans valeur, est viré de la cour royale parce qu'il est roturier, mais tout bascule quand il s'entraîne dans les donjons pour devenir le plus puissant des magiciens et leur faire payer cher leur affront. L'histoire commence il y a plusieurs années, quand Eldus, un magicien de la cour, approche le jeune Alec et lui demande s'il veut apprendre la magie. Alec accepte et Eldus lui enseigne comment concentrer son mana pour le transformer en magie de feu qu'il maîtrise en une seule journée. Ensuite, Eldus continue d'enseigner à Alec des sorts élémentaires avancés pendant plusieurs mois jusqu'au jour où il annonce soudainement son départ, avertissant le jeune Alec de ne jamais devenir magicien de la cour. Perplexe, Alec lui demande pourquoi il lui a enseigné la magie. Eldus révèle que c'était pour rendre un service à sa défunte mère, puis il disparaît. Des années plus tard, Alec devient un adulte prometteur, s'inscrit à l'Académie royale de magie de Galdana et devient un génie de la magie parmi ses pairs. Une nuit, il découvre qu'Eldus, major de promotion, a été banni déshonorablement de la cour par des nobles décérébrés. Peiné, Alec décide de rendre l'appareil à son maître en devenant magicien de la cour comme lui pour changer la mentalité corrompue de ces nobles. Cependant, 4 ans seulement après avoir obtenu son diplôme et être devenu magicien de cour, Alec est soudainement viré par le répugnant prince héritier, Régulus, parce qu'il est un roturier limité à la seule magie de soutien. Choqué, il supplie désespérément Régulus de lui donner une autre chance de prouver son utilité à leur groupe, mais le sale gosse, gâté, refuse de l'écouter. Plus tard cette nuit-là, Alec étudie les caractéristiques de l'étage du donjon que le groupe de Régulus prévoit d'explorer et réalise qu'il pourrait y laisser leur peau s'il ne les accompagne pas. Malgré son renvoi, il veut toujours sauver la vie du prince, alors il rédige un rapport pour les guider et se précipite au palais le lendemain pour l'avertir. Malheureusement, alors qu'il approche des portes, le mage de Régulus lui bloque l'entrée, déchire le rapport en 1000 morceaux et le renvoie sans ménagement. Là-dessus, Alec erre dans les rues, dévasté d'avoir gâché les 4 dernières années à poursuivre un rêve que son maître lui avait déconseillé. Cependant, alors qu'il envisage d'ouvrir un OnlyFans en dernier recours, il tombe sur son ancienne camarade de classe, Yorja, et la salue. Après avoir entendu sa situation délicate, Yorja lui parle du groupe d'aventuriers qu'ils ont créé il y a des années et demande à Alec s'il veut quitter la ville pour les rejoindre. Alec hésite un peu, mais finit par accepter son offre. Le lendemain, Alec et Yorja quittent Galdana et se rendent à la ville donjon. Arrivés là-bas, ils visitent la guilde des aventuriers pour obtenir le pass de donjon d'Alec afin qu'ils puissent explorer les étages les plus dangereux. Mais la réceptionniste Misha leur dit qu'elle ne peut pas délivrer le pass à moins qu'Alec ne passe 2 ans à la guilde. Bien que déçus, Alec et Yorja limitent la casse et visitent le 2e étage du donjon où leur groupe travaille pour mettre Alec en jambes, seulement pour se retrouver encerclés par un énorme essaim d'insectes monstres géants. Sans hésiter, Yorja lance un puissant sort de soutien sur Alec et il abat rapidement quelques-uns des insectes. Ensuite, il remarque que les autres insectes paniquent. Alors, Yorja propose d'explorer leur nid seul, car elle sait qu'Alec retient encore ses vrais pouvoirs, comme il le faisait quand il était magicien de la cour. À ce moment, Alec réalise soudain qu'il n'a plus à se cacher derrière les nobles, alors il se lâche complètement et détruit une énorme partie des insectes avec son sort le plus puissant. Malheureusement, juste quand il pensait être en sécurité, un ver fou géant surgit du sol et emprisonne Yorja dans sa gueule. Voyant cela, Alec réalise immédiatement que ce ver fou est la raison de la panique des insectes plus tôt. Mais alors qu'il envisage de le détruire, il hésite, craignant de blesser Yorja. Quand elle le remarque, Yorja lui rappelle que même s'il était le mage d'attaque le plus puissant de l'académie, elle était aussi la mage de soutien la plus forte, donc il ne devrait pas s'inquiéter pour elle. Ceci dit, elle s'enferme dans un bouclier défensif, puis Alec invoque un sort de feu de dragon de haut niveau et crache, rôtissant le verre entier en brochette géante, mettant ainsi fin à la bataille. Plus tard, Yorja et Alec visitent le pub du coin pour boire et accueillir officiellement Alec dans leur groupe de rang A. Point final. Après un discours dramatique, Yorja prend une gorgée, se saoule instantanément et commence à chambrer Alec pour l'avoir presque rôti avec le verre. Connaissant Yorja, Alec la regarde simplement avec admiration tandis qu'elle débite toutes sortes de bêtises. Mais quand elle s'endort, il la couvre de son manteau et continue de profiter de la soirée. Juste à ce moment, un ivrogne baraqué nommé Leviel titube jusqu'à sa table avec une bouteille de whisky vide et dit des bêtises pour faire réagir Alec. Quand Alec ne bronche pas, Leviel s'énerve et tente de fracasser la bouteille sur sa tête, mais Alec érige un bouclier magique pour stopper l'attaque. Ensuite, il se retourne pour jeter un œil au crétin qui le provoquait, mais Leviel dépose alors un pass de guilde de
donjon sur sa table pour s'excuser de son impolitesse et promet de le donner à Alec s'il peut l'impressionner avec sa magie lors d'un combat simulé. Là-dessus, Alec est un peu confus, alors il demande à Léviel qui il est vraiment, mais à ce moment-là, Yorja se réveille et reconnaît Léviel comme leur maître de guilde, ce qui donne des frissons à Alec. Sa couverture étant grillée, Léviel attrape Alec et Yorja et les emmène tous deux à l'arène souterraine de la guilde pour tester les compétences d'Alec. Malgré son faible niveau de mana, Alec décide quand même de relever ce défi juste pour prouver à tous qu'il n'est pas si inutile que ça. Le décor étant planté, Alec ouvre les hostilités en attaquant Loviel avec un sort d'éclair, mais après avoir esquivé, Loviel contre-attaque Alec avec son sort de torrent. Voyant cela, Alec réalise que Loviel a l'avantage à longue portée. Mais au moment où il décide de réduire la distance entre eux, Léviel améliore son corps avec le sort de propulseur à réaction et tourne rapidement autour d'Alec comme un flash inversé, juste pour le distraire. Quand il lève le poing vers le visage d'Alec, celui-ci le bloque avec un bouclier magique. Mais malgré cela, le recul le projette violemment contre le mur derrière lui. Bientôt, Alec se remet sur pied, invoque sa lame magique et charge Léviel, s'assurant d'esquiver et d'annuler toute attaque à distance dirigée contre lui. Pour l'arrêter, Léviel utilise à nouveau le propulseur à réaction, mais alors qu'il réduit l'écart entre eux, Alec localise précisément son prochain point d'attaque et y déchaîne une attaque d'éclair dévastatrice le piégeant. Suite à cela, il fonce droit sur Léviel et lui porte un coup d'arme de mêlée, mais malheureusement, le seul dégât que l'attaque inflige est à l'ego de Léviel. Bien qu'impressionné par l'intelligence d'Alec, Léviel prend les choses un peu trop au sérieux et invoque l'artefact le plus puissant de son arsenal, le gantelet magique Anguille Dragon, pour montrer à Alec qui est le patron. Plutôt que de se défiler de ce combat, Alec attaque Léviel avec un autre sort d'éclair, mais l'artefact de Léviel guérit rapidement les dégâts. Voyant cela, Alec réalise qu'il mènera une bataille perdue d'avance. S'il ralentit, alors il charge à nouveau et continue de lacérer Léviel juste pour infliger suffisamment de dégâts pour détruire son gantelet. À un moment donné, Alec manipule Léviel pour qu'il lui offre une ouverture. Cependant, immédiatement après son attaque finale, Léviel s'en débarrasse et fracasse le sol où il se tient. Au final, Alec manque complètement de mana et s'effondre. Mais juste au moment où Léviel s'apprête à célébrer sa victoire, un autre ancien camarade de classe d'Alec, une montagne de muscles réfractaires à la logique nommée Ornest, apparaît et le réprimande pour avoir brutalisé Alec avec ses techniques les plus puissantes. Réalisant qu'il a été pris la main dans le sac, Léviel remet immédiatement le pass de donjon aux collègues d'Alec et part chercher plus de boissons. Quelques instants plus tard, pendant qu'Alec récupère dans le bureau de Léviel, Yorja, Alec et Ornest se réunissent pour discuter de la haine insensée qu'Alec a endurée ces 4 dernières années aux mains de ses dégoûtants nobles de Galdana. Cependant, alors qu'Ornest s'emporte au nom d'Alec, Misha se précipite dans la pièce et supplie Léviel de s'occuper d'une urgence. Alors Léviel laisse Yorja et Ornest à l'intérieur. Peu après, Ornest apprend de Yorja toutes les restrictions dégoûtantes qu'Alec devait respecter en tant que magicien de la cour, dont faire la nounou du prince héritier, se promener sans armes et même cacher ses vrais pouvoirs pour ne pas faire passer les crétins inconsolables pour des nuls. Quand Yorja lui raconte toutes les horribles choses qu'ils ont dites sur la magie de soutien d'Alec, Ornest exprime son choc car il ne se souvient d'Alec que comme un mage de combat de première ligne très efficace, pas un mage de soutien comme Yorja. Réalisant à quel point Alec doit être intelligent pour maîtriser un type de magie entièrement différent de A à Z, Ornest devient si furieux du manque de respect qu'il fracasse la bouteille de bière dans sa main, ce qui réveille Alec. Ravi, Yorja présente à Alec son pass de donjon et l'assure qu'ils exploreront les donjons une fois qu'il sera complètement rétabli. Cependant, quand Ornest entend cela, il leur dit de reporter l'exploration et de se concentrer plutôt sur l'irruption à la cour royale de Galdana pour tabasser ce Régulus agaçante et son groupe par vengeance. Malheureusement, se battre contre d'autres groupes est interdit. Alors Alec dit à Ornest que la seule façon de vraiment rendre la monnaie de sa pièce à Régulus est de devenir si fort que même Régulus ne pourra plus les ignorer, et Ornest est étrangement d'accord. Pendant ce temps, Misha et Léviel sont vus dans une autre pièce pansant les horribles blessures d'une aventurière de rang S, Christa. Peu après l'avoir recousue et bandée, Léviel réunit tous les aventuriers disponibles sauf Alec pour une réunion et les informe d'une mission d'urgence: secourir les collègues de rang S de Christa, actuellement piégés à l'étage 64 du donjon de l'Ouest où la magie de guérison ne fonctionne pas. Pendant que la réunion continue, une autre ancienne camarade de classe d'Alec, une guérisseuse nommée Crachat, lui rend visite et lui demande pourquoi il n'est pas à la réunion de Léviel. Quand Alec dit que c'est parce qu'il le considère toujours comme un étranger, Crachat guérit immédiatement ses blessures et l'exhorte à se confier à elle, afin de le réconforter avec toutes les protéines naturelles dont il a besoin de ses généreux attributs.
Malheureusement, alors qu'Alec lui ouvre son cœur, Ornest et Yorja arrivent pour lui parler de leur nouvelle mission. En chemin, Crachat et Ornest se lancent dans leur chamaillerie habituelle. Mais pendant qu'ils se disputent, Yorja dit à Alec qu'ils auront grandement besoin de son aide là-bas car il est toujours le mage le plus puissant qu'ils aient. À ce stade, Alec commence à se dévaloriser, craignant d'être inutile pour eux, mais Yorja lui fait savoir que le maître de guilde l'a pris en affection. Alors, s'ils veulent se faire remarquer, ils ont besoin qu'Alec accepte la mission en tant qu'extra, sinon le maître de guilde et son groupe leur voleront la vedette. Sur ce, Alec accepte rapidement la mission, et presque immédiatement, ils partent tous pour le donjon de l'Ouest. À l'entrée du donjon, Alec et ses nouveaux coéquipiers, Crachat, Ornest et la chef d'équipe, Yorja, font une pause pour élaborer une stratégie efficace afin de secourir les collègues de Krista. Comme ils ne peuvent plus se permettre de perdre de temps, Yorja sort le noyau de téléportation de donjon bleu et lumineux que Léviel lui a donné plus tôt et assure à l'équipe qu'il peut les envoyer directement au 64e étage. Ensuite, elle dit à Alec d'économiser ses forces pour le boss d'étage mort-vivant, puis téléporte tout le groupe directement au 64e étage. Arrivé là-bas, il tombe sur une petite armée de soldats squelettes morts-vivants. Mais pour économiser les forces d'Alec pour le boss d'étage, Ornest sort son artefact, une lance légendaire noire, et travaille avec la magie de soutien de Yorja pour écraser autant de squelettes que possible dans le temps imparti. Pendant ce temps, Alec continue d'explorer l'étage quand soudain, il sent une présence invisible se faufiler derrière lui et l'attaque immédiatement avec un sort d'éclair. Quand rien ne se passe pendant les quelques secondes suivantes, Alec dit à ses collègues qu'il a peut-être imaginé des choses, mais alors une silhouette de faucheuse apparaît soudainement et Alec l'attaque instantanément avec sa lame magique. À ce moment-là, Ornest et les autres révèlent qu'ils connaissaient l'existence de la faucheuse, mais voulaient qu'Alec la repère par lui-même pour tester s'il était toujours aussi fort qu'avant. Bien qu'Alec soit un peu vexé par leur test astucieux, il reporte sa colère et tranche la créature entière en deux d'un seul coup. Ensuite, une plus grande armée de soldats squelettes morts-vivants les encercle tous les quatre. Mais plutôt que d'avoir peur, Alec et Ornest reçoivent les boosts de sorts de soutien de Yorja et attaquent. Peu après avoir écrasé quelques squelettes, Alec rassemble tous les membres de son groupe derrière lui, puis il déchaîne une attaque d'éclair à large portée et anéantit toute l'armée en quelques secondes. Après l'attaque, Ornest demande à Alec pourquoi il lance toujours des éclairs alors qu'ils savent tous deux qu'il a des sorts plus puissants, et Alec lui dit nerveusement que c'est le plus rapide à activer. À en juger par son visage, Ornest sait qu'il ment, mais alors qu'il essaye de le faire cracher le morceau, un énorme tremblement secoue tout l'étage et le groupe d'Alec réalise immédiatement qu'ils sont près de la salle du boss d'étage. Le temps presse, Yorja améliore le corps d'Ornest avec de la magie de vitesse et le fait foncer vers la salle du boss pour qu'il puisse suivre. Cependant, en arrivant, il trouve un énorme monstre reptilien qu'ils prennent pour le boss d'étage, poursuivant un des membres du groupe de Krista, un mage de soutien véreux nommé Loki, et ils se détendent pour regarder le spectacle. Dès que Loki les voit, il les supplie de l'aider, mais Ornest et Crachat conseillent à Alec de le laisser faire, car le gars serait mieux en purée humaine. Juste à ce moment, Loki trébuche et tombe soudainement. Mais alors que le monstre se rapproche de lui, il marche sur un tas de sorts de pièges magiques qu'il avait posés à l'avance et est empalé par plusieurs lames de piliers de feu qui le clouent au sol. Plutôt que de s'enfuir, le bon Arien commence à insulter le monstre pour être stupide et tomber 2 fois dans le même piège. Peu après, le monstre en colère tire une bombe de bête à queue sur Loki, mais heureusement pour lui, Ornest l'éloigne, lui et son inutilité, de la ligne de tir avant que l'attaque ne le touche. Suite à cela, Alec, Crachat et Yorja interviennent tous pour vaincre le monstre reptilien. Mais le monstre les ignore et poursuit plutôt Loki et Ornest. Voyant cela, Alec frappe le monstre avec une puissante attaque d'éclair pour l'arrêter, mais quand cela ne fonctionne pas, Ornest fait demi-tour, court sous le monstre, le désorientant et relance Loki à Crachat. Ensuite, Yorja demande à Crachat d'emmener Loki en lieu sûr, tandis que les autres restent en arrière et combattent le monstre. Dès que Crachat met l'escroc en sécurité, Yorja lance plusieurs sorts de soutien pour augmenter la force, la vitesse, l'endurance, la souplesse et la dextérité d'Alec et Ornest, puis les fait se déchaîner tous les deux sur le monstre. Au début, Ornest charge le monstre pour lui infliger des dégâts de mêlée, mais au moment où le monstre le repousse de son corps, Yorja érige immédiatement une barrière défensive pour le protéger pendant qu'il récupère. Avec Loki observant toute la bataille depuis le côté, Alec passe quelques minutes à invoquer une incantation qui conjure plusieurs cercles magiques autour du corps du monstre. Pendant ce temps, Ornest récupère, remonte sur le monstre et le poignarde dans la queue pour donner du temps à Alec de terminer son sort. Au moment où Alec a fini de conjurer tous les cercles, il déchaîne une attaque magique d'éclair avancée qu'il électrocute pendant un petit moment.
Malheureusement, juste au moment où il s'apprête à porter l'attaque d'éclair fatal, le monstre l'esquive et ouvre sa gueule pour créer une autre bombe de bête à queue. Le temps presse, Crachat tire un sort de pluie de flèches sur le monstre, Yorja l'enchaîne avec de solides chaînes magiques, et Ornest enfonce sa lance dans le visage du monstre, tout cela pour le piéger et le maintenir au sol. Cependant, alors qu'Alec crée un saut quadridirectionnel pour le maintenir complètement en place pour son sort final, le monstre ouvre soudainement sa gueule pour créer une autre bombe de bête à queue. Cette fois-ci, Alec reste calme et décide d'accumuler plus d'aura en utilisant le sort très spécial que son professeur de génie, Maître Eldus, lui a transmis il y a des années, Reflet. Une fois que le monstre libère son attaque de bombe à queue, Alec utilise Reflet pour renvoyer toute la bombe par ricochet au monstre, et l'explosion qui en résulte l'affaiblit encore plus. Voyant cela, Alec l'achève encore plus avec un sort de feu de niveau supérieur appelé Helios. Et Ornest lui fend la tête en deux avec sa lance, le vainquant finalement. Le monstre disparu, Alec et les membres de son groupe célèbrent leur très grande victoire. Mais juste quand ils pensaient être tirés d'affaire, Loki apparaît et leur dit qu'il y a un boss d'étage plus coriace quelque part que ses collègues sont encore en train de combattre. Confus, Alec et son groupe l'exhortent à leur parler de ce boss d'étage plus coriace, et après avoir tourné autour du pot, Loki leur dit que c'est un terrifiant chevalier mort-vivant aux yeux rouges, vêtu de pied en cap d'une armure noire mais vide à l'intérieur. Bien que les attaques physiques ne puissent pas faire grand-chose contre le monstre, Loki donne étonnamment à Alec un artefact qui se transforme en une épée légendaire nommée Schwartz, lui disant qu'il veut qu'il l'utilise pour combattre le boss d'étage plus coriace. Là-dessus, Ornest et Yorja demandent à Loki pourquoi il donne à Alec quelque chose qui le transformera en combattant de première ligne, et Loki dit que c'est parce qu'il ne veut pas qu'Alec combatte l'autre boss avec de la magie. Quand il lui demande pourquoi, il débite juste des absurdités sur le lancement d'une attaque surprise et le fait de tromper ses amis, ce qui les embrouille encore plus. Pendant ce temps, Régulus et les membres de son groupe sont vus au 30e étage du donjon de Galdana, fuyant désespérément deux monstres insectes géants qui les poursuivent. Comme ils sont à court de magie, comme Alec l'avait prédit, Régulus décide d'attaquer les monstres avec son épée en plastique. Mais les monstres mettent facilement son corps faible et pathétique hors de combat, le laissant à moitié conscient. Alors qu'il se fait traîner jusqu'au palais, Régulus réalise que son corps est devenu beaucoup plus faible depuis qu'il a viré Alec. Mais plutôt que d'accepter son erreur, l'idiot fuit ses responsabilités comme la peste et conclut qu'Alec l'a sûrement maudit pour se venger. Arrivé au palais, Régulus fait panser ses blessures et demande à son aide un autre noble nommé Vaughan de scanner magiquement tout son corps à la recherche de malédictions. Quand Vaughan l'assure qu'il n'y a aucune malédiction, le petit morveux agaçant refuse de croire, et au lieu de cela, il continue de blâmer Alec pour ses défaites. Au moment où il commence à parler de leur expédition, Vaughan se souvient qu'Alec avait tenté de les avertir du champ anti-magie du 30e étage et le dit à Régulus. Mais puisque son mage avait déjà déchiré le rapport, Régulus continue de jacasser. Peu après, un serviteur apparaît et convoque Régulus à la salle du trône pour discuter d'Alec avec son père, le roi actuel. Régulus se précipite joyeusement vers la salle du trône, pensant que son père allait punir Alec. Mais en arrivant, son père lui demande s'il connaît Eldus, un magicien de la cour qu'il avait autrefois banni, et il devient sérieusement confus. Pour éclairer Régulus, le roi lui dit qu'Eldus était un brillant mage noble jusqu'au jour où il a eu le culot de lui ordonner, à lui le roi, de traiter les magiciens de la cour avec plus de respect ou de voir son royaume partir en fumée dans un futur proche. À l'époque, le roi était un écervelé, tout comme les autres nobles. Alors, plutôt que d'écouter les avertissements d'Eldus, il le dépouilla de sa noblesse et le renvoya. Malgré cela, Eldus intégra l'académie de magie en tant que roturier, devint major de promotion grâce à son talent pur, puis revint comme magicien de cour pour avertir le roi à plusieurs reprises avant de disparaître de la cour un an plus tard. Depuis, le roi prétendait être tellement inquiet qu'Eldas et raison qu'il envoya Régulus et son groupe explorer le donjon pour prouver que les avertissements d'Eldas étaient faux. Eh bien, maintenant qu'il a réalisé à quel point ces avertissements étaient de fondés, le roi déclare sur le champ qu'ils changeront leur politique de discrimination envers les roturiers et veilleront à embaucher les talents, comme Alec. En entendant cela, le monde de Régulus s'écroule, mais alors qu'il tente désespérément de faire changer d'avis son père, le serviteur d'avant lui apporte un plateau rempli de morceaux soigneusement arrangés du rapport d'Alec, celui que Lenny avait déchiré, et les lui présente. Au début, Régulus pensait que le papier déchiré n'était que du jargon, mais quand Vaughan lui révèle que ces feuilles contiennent le rapport d'Alec détaillant comment franchir le 30e étage, Régulus s'excuse et s'effondre dans le couloir, réalisant enfin qu'il était le crétin depuis le début, à croire Alec inutile. De retour au donjon ouest, Alec et son groupe continuent de taquiner Loki pour savoir pourquoi il ne veut pas qu'Alec utilise la magie. Finalement, il explique que le deuxième boss est un expert en arts martiaux intelligent et qu'il veut juste qu'Alec le dupe en lui faisant croire qu'il est un simple épéiste pour ensuite l'achever plus facilement avec un sort magique spectaculaire.
Cela dit, il se tourne ensuite vers Krasia et lui demande de l'aider à peaufiner un sort de téléportation top secret qu'il a volé au gouvernement. Bien que ce soit hautement illégal, Loki leur assure qu'ils ne seront pas pris et elle décide finalement de travailler avec lui. Peu après, Crasha et Loki réussissent enfin à installer le cercle magique de téléportation qui les emmène tous les 5 directement dans l'espace de l'autre boss d'étage. Arrivés là, ils trouvent 2 collègues de Krista, Raiwal et Mar-Bell en train de combattre ce boss. Ornest charge immédiatement pour le distraire, permettant à Alec de lancer une attaque surprise par derrière. Mais le boss d'étage déjoue facilement leur plan. Tandis que Crasha et Loki mettent Raiwal et Mar-Bell en sécurité, Alec et Ornest collaborent, jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à immobiliser le monstre et à lui trancher net la tête. Cependant, juste quand ils pensaient être en sécurité, le monstre sans tête évolue en Dullahan et devient encore plus rapide dans ses attaques. Voyant cela, Yor-Ha renforce Ornest avec un sort de soutien double et Ornest se jette sur le monstre pour le maîtriser. En quelques secondes, Alec assène un autre coup avec l'épée que Loki lui a donnée et le projette contre le mur derrière lui. Malgré cela, le monstre se relève, rattache sa tête et poursuit l'attaque. Il projette Alec contre un mur, mais heureusement pour lui, avant que toutes ses vertèbres ne soient écrasées, Yor-Ha érige une barrière défensive qui le sauve. Ensuite, Alec demande à Loki de combien de temps il a besoin pour finir ses plans et Loki lui dit de lui accorder 5 minutes de plus. Là-dessus, il prend une potion de soin et rejoint Ornest pour continuer à retenir le monstre pendant que Yor-Ha, Crasha et Loki mijotent leur plan machiavélique. Alors que la bataille fait rage, Ornest accueille enfin Alec du royaume des morts et Alec est un peu surpris. Il s'avère que depuis qu'Alec est arrivé en ville, il agissait un peu bizarrement, presque comme s'il était encore un magicien de cour. Mais maintenant qu'il retrouve son ancien lui, Ornest est ravi de retrouver son vieux pote. Après une bonne discussion à cœur ouvert, le monstre rattrape Alec et lève son épée pour l'achever. Cependant, alors qu'il est sur le point de frapper, Loki termine son sort et lance un grand cercle magique violet au-dessus de la tête du monstre, le piégeant. Voyant cela, le monstre fonce sur Loki et le lacère au ventre pour réaliser qu'il n'était qu'une illusion. Maintenant que le monstre est complètement piégé, Loki apparaît aux côtés de Crasha, Raiwal et Mar-Bell sur un immense mur au-dessus du boss d'étage et le ralentit en piégeant sa patte dans la magie de glace. Là-dessus, Ornest s'élance, marchant involontairement dans le cercle magique de téléportation de Crasha, ce qui le téléporte directement derrière le boss d'étage. Après qu'Ornest ait porté une attaque dévastatrice au monstre, Mar-Bell descend du mur et tente de porter le coup de grâce, mais le monstre esquive à droite pour se retrouver piégé à nouveau par la magie de glace. Irrité, le boss d'étage grimpe au mur et attaque là où se trouve le vrai Loki, actuellement invisible. Alors que le vrai Loki bloque l'attaque avec sa lame magique, Yor-Ha lui jette un sort d'amélioration physique septuple pour le maintenir fort. Mais quand le monstre continue de le dominer, elle invoque une technique de scellement complexe, appelée le saut à 3 points pour le maintenir. Cependant, juste avant que le saut n'engloutisse complètement le monstre, celui-ci pousse Loki du mur. Alors qu'il tombe en chute libre dans les mains de Mar-Bell, Loki confie le combat à Alec et presque instantanément, Alec conjure plusieurs cercles magiques jaunes sur tout le corps du boss monstre en préparation d'un autre sort de foudre massif. Étant donné l'épuisement que provoque ce sort, celui-ci pèse lourdement sur son corps. Ainsi, après avoir déchaîné sa première attaque de foudre massive sur le boss monstre, ce dernier s'en débarrasse et commence lentement à se libérer des chaînes de plafond de Yor-Ha. Le temps pressant, Alec a une épiphanie digne d'un anime et utilise le pouvoir de l'amitié pour, d'une manière ou d'une autre, dépasser la fatigue de son corps. Puis, il fusionne ses cercles magiques en un seul, invoque le dieu de la foudre, Vajra, ce qui émerveille tous les spectateurs présents et vaporise le boss d'étage juste au moment où il se libère du sceau de Yor-Ha. Le monstre disparu, Alec s'effondre et se réveille 1 heure plus tard à l'extérieur du donjon avec les membres de son groupe. Après 5 minutes interminables de blabla et de taquinerie, Ornest exhorte Alec à leur confier ses soucis plus souvent au lieu de tout garder en lui et Alec se met à verser des larmes de joie. Peu après, Loki, Raiwal et Mar-Bell apparaissent tous et remercient Alec et ses potes de les avoir secourus. Ensuite, Raiwal se présente comme le chef de leur groupe de rang S, Rakromo, tandis que Mar-Bell drague ouvertement Alec pour le cueillir tant qu'il est frais et disponible. Voyant cela, Yor-Ha devient immédiatement jalouse, mais tandis qu'elle avertit Mar-Bell de ne plus prononcer le nom d'Alec, Loki et Raiwal promettent de recommander une promotion pour le groupe d'Alec de rang AAS afin de les remercier de leur aide. Cela dit, Alec récolte le noyau du donjon dans l'espace du boss d'étage, échange une dernière poignée de main avec Ryuo et ils se disent au revoir après avoir réussi à vaincre le 64e boss du donjon. Peu après, Alec se rend à la guilde et encaisse son gros paiement pour la mission. Mais en sortant, Leviel lui dit qu'un homme étrange nommé Vaughan, venu de Galdana, l'attend dans la salle d'attente.
Confus, Alec se rend dans la pièce et salue poliment Vaughan. Mais au lieu de répondre à ses salutations, Vaughan le réprimande de ne pas avoir appris au gâté Régulus à quel point il est faible. Pour sa défense, Alec lui dit que Régulus ne l'écoute jamais. Mais malgré tout, Vaughan refuse de comprendre simplement parce qu'il en a marre de faire la nounou pour ce sale gosse toute la journée. Finalement, il informe Alec de l'expédition de Régulus et de ses résultats, puis ajoute que le gamin l'attend actuellement à l'arène souterraine pour une dernière discussion afin de mettre les choses au clair. En entendant cela, Alec suit immédiatement Vaughan sous terre pour régler ça avec le petit morveux et en chemin, le duo discute des vies terribles et orgueilleuses que mènent les nobles inutiles dans leur petite bulle. Arrivé à l'arène, Régulus informe immédiatement Alec de la décision de son père de changer les politiques du royaume envers les roturiers et commence à s'effondrer lamentablement sur l'absurdité de la chose. Pour cet idiot inexpérimenté, un monde où un noble comme lui écoute un simple roturier comme Alec n'est pas un monde où il fait bon vivre. Alors, pour évacuer toute sa frustration, il attrape Alec par le col et le condamne de ne pas comprendre ce qu'il ressent. Voyant cela, Alec n'essaie même pas de faire semblant de comprendre Régulus. Au lieu de cela, il lui dit non seulement que sa mentalité est complètement fausse, mais il l'assure aussi que les choses auraient été différentes s'il l'avait écouté plus tôt. Bien que sachant qu'Alec a raison, Régulus refuse toujours d'accepter la vérité car dès qu'il capte toute l'attention d'Alec, il tire ses légendaires dagues jumelles et le défie en duel espérant le battre et prouver à son père que les roturiers n'ont pas besoin de droit. Le décor planté, Régulus charge Alec avec une intention meurtrière mais Alec esquive facilement toutes ses attaques et envoie le bonnet trébucher et tomber comme un maladroit. Pendant qu'il se remet, Alec demande alors à Vaughan si c'est lui qui a monté Régulus contre lui et Vaughan affirme que oui car Régulus avait besoin d'une dure leçon de réalité pour comprendre que le monde ne tourne pas toujours autour de lui. Cela dit, Régulus se remet alors sur pied et continue d'attaquer Alec, mais Alec esquive et dévie toujours toutes ses attaques avec une facilité déconcertante. À un moment donné, Régulus désespère et lance l'une de ses attaques les plus puissantes, mais Alec la bloque encore avec une magie de soutien de bas niveau. En voyant l'efficacité du sort de soutien d'Alec, Régulus admet enfin que c'est lui qui l'a protégé en coulisses toutes ces fois où il a survécu comme par magie au terrible monstre d'étage. De plus, Régulus admet aussi qu'après l'avoir renvoyé, il a tenté à plusieurs reprises de conquérir le 30e étage seul, mais a été vaincu à chaque fois. Et cela l'a tellement mis en colère, surtout après avoir réalisé que le rapport d'Alec était exact, qu'il s'est donné pour mission de le terrasser. Maintenant qu'il a enfin sa chance, il provoque Alec avec rage et le défie de le combattre sérieusement s'il en est capable. Refusant d'accepter les insultes, Alec exauce le souhait de Régulus et tire sa lame légendaire. Cependant, avant de combattre le gamin, il pousse un soupir de soulagement, heureux que ces 4 années à endurer les insultes et à être traité d'incapable n'aient pas été vaines, puis charge le stupide garçon à toute vitesse. Régulus se contente de s'accroupir attendant qu'Alec l'achève, mais quand Alec refuse intentionnellement de le tuer, il se met de nouveau en colère et tente désespérément une seconde fois de le pousser à l'attaquer. À ce moment-là, Alec réalise que le petit gars qui a été élevé par son stupide père toute sa vie à haïr les roturiers est juste perdu quant à la marche à suivre, car haïr les roturiers est tout ce qu'il a toujours connu. Apparemment, Régulus avait initialement prévu qu'Alec le tue afin de forcer son père à reconsidérer sa décision, mais maintenant que son plan a échoué, il pleure à chaudes larmes car il réalise qu'il doit devenir une meilleure personne. Après son effondrement, Régulus demande à Alec ce qu'il pense qu'il devrait faire à l'avenir, mais Alec continue de blablater jusqu'à ce que Régulus ravale sa fierté et s'excuse pour tout. Touché par son humilité soudaine, Alec répond enfin à la question initiale de Régulus en lui parlant de tous ceux qui l'ont aidé par le passé, Eldas, Yora et les membres de son groupe, puis l'exhorte à trouver sa propre voie. En entendant cela, Régulus mûrit enfin et tente poliment de le réintégrer comme magicien de cour du palais, mais à leur surprise, Alec rejette l'offre, disant à Vaughan et Régulus qu'il aime ses nouveaux compagnons de groupe. Après qu'Alec lui ait dit de remercier le roi pour les 4 dernières années à son retour, Régulus blablate encore un peu et se sépare finalement d'Alec en ami. Le lendemain matin, Alec rencontre les membres de son groupe et demande si l'un d'eux est disponible pour lui faire visiter toute la ville. Pour une étrange raison, Crachat, qui lui avait d'abord dit qu'ils étaient libres, a soudainement renoncé à l'aider, forçant le pauvre Alec à choisir Yora comme guide. Yora est un peu gênée au début, demandant même à Alec s'il voulait reporter la visite. Mais quand Alec l'assure qu'il est tout à fait d'accord pour qu'ils soient juste tous les deux, elle rougit de partout et accepte finalement d'être son guide. Quelques instants plus tard, Yora emmène Alec au marché des aventuriers, où sont vendues diverses armes, armures, potions et objets, et manque de se faire arnaquer par un marchand louche. Heureusement, Alec l'entraîne juste à temps et ils continuent leur promenade autour de la place du marché. Après quelques bavardages supplémentaires, Alec emmène Yora dans un café pour une pause thé et demande pourquoi Ornest et Crachat détestent tant Loki.
Pour faire court, Yora explique que c'est parce que Loki a nonchalamment jeté l'ancienne lance d'Ornest juste après un raid de donjon dangereux il y a 2 ans, alors qu'Ornest était évanoui et incapable de bouger. Quand Ornest s'est réveillé ce jour-là, il était vraiment contrarié et est en froid avec Loki depuis. Quant à Crasha, Yora dit qu'elle déteste Loki parce qu'elle sait qu'il ne prépare jamais rien de bon, ce qu'Alec peut comprendre. Après leur pause thé, le duo poursuit sa promenade, se remémorant leurs vieux jours à l'académie de Galdana jusqu'à ce que Yora tombe sur un accessoire ultra rare appelé le ruban elfique dans une boutique de marchand et commence à paniquer. Quand Alec demande à quoi ça sert, elle dit que ça augmente énormément le pouvoir magique, mais malheureusement, comme elle est fauchée comme les blés, elle ne peut pas se permettre le prix de 50 000 $. Ayant pitié d'elle, Alec paie le ruban sans sourciller et assure à Yora qu'elle peut le garder. Là-dessus, Yora rayonne de joie en rougissant et remercie Alec de l'avoir aidé, tandis que le duo passe le reste de la journée à explorer les beaux quartiers de la ville. Plus tard ce soir-là, Yora emmène Alec au beffroi de la ville, et là où Alec peut admirer divers bâtiments importants. Après avoir profité des vues imprenables qu'offre la ville, Alec se met à raconter à quel point cette ville le fait se sentir libre et vivant, et Yora, étrangement triste sans raison, lui demande s'il est vraiment heureux de faire partie de leur équipe. Apparemment, elle a l'impression d'avoir profité de l'état vulnérable d'Alec quand il a perdu son ancien emploi et de l'avoir forcé à rejoindre leur groupe. Cependant, quand Alec l'assure qu'il est plus qu'heureux de devenir plus fort avec ses 3 meilleurs amis, Yora est si heureuse qu'elle verse quelques larmes de joie. Après quelques bavardages supplémentaires, Alec dit à Yora qu'il veut exprimer ses vrais sentiments à propos de quelque chose et Yora, pensant que le gars va la faire chavirer, ferme les yeux et se penche pour un baiser. Cependant, à la dernière seconde, Alec se met à raconter un combat qu'il a eu et perdu contre Ornest il n'y a pas longtemps, et Yora est profondément embarrassée par la stupidité que les scénaristes de cet anime viennent de lui faire ressentir. Le lendemain matin, Ornest réveille Alec et le force à un entraînement matinal à l'épée en bois dans la cour de leur maison, tandis que Krasia s'entraîne au tir à l'arc et que Yora les observe. Après 10 longues et pénibles minutes de combat, Ornest remporte le duel en brisant l'épée en bois d'Alec. Mais juste au moment où il s'apprête à commencer la deuxième manche avec de vraies armes, Loki, Raiwal et Krista arrivent pour livrer la carte d'identification de rang S du groupe au nom de Leviel, le maître de guilde. Après la livraison, Yora et les autres sautent de joie tandis que Krista tire Alec à part et lui dit que son groupe peut maintenant explorer un donjon de difficulté encore plus élevée appelé le donjon Arcana. Non seulement cela, mais elle ajoute aussi que si le groupe d'Alec rencontre des problèmes, ils peuvent toujours compter sur le groupe de rang S Rikroma pour appeler à l'aide. Heureux d'entendre cela, Alec la remercie chaleureusement de son aide. Mais pour célébrer leur grande victoire, lui et les membres de son groupe piègent Loki pour qu'il leur offre un grand festin au restaurant de la guilde. Une fois la fête commencée, Loki observe avec douleur Alec et ses collègues profiteurs commander les plats les plus chers du menu, mangeant et buvant pendant des heures jusqu'à ce que leur ventre soit sur le point d'éclater. À un moment donné, Loki essaie de les supplier d'être plus clément avec son portefeuille pour qu'il ne fasse pas faillite, mais ils ignorent ses supplications car ils savent qu'il est fondamentalement un avare et une machine à sous ambulante. À la tombée de la nuit, Alec porte une Yora super ivre et à moitié consciente sur son dos et discute avec Crasha et Ornest des sentiments de joie de Yora, surtout après avoir découvert qu'Alec avait choisi leur groupe plutôt que d'être un magicien de cour. Malheureusement, alors qu'ils s'apprêtent à rentrer chez eux, Misha apparaît et exhorte Crasha à retourner à la guilde pour les aider à soigner des aventuriers blessés, car il manque de guérisseurs pour tout le monde. Naturellement, Crasha se précipite et fait le nécessaire, mais juste après avoir soigné un groupe de blessés, elle demande à Misha pourquoi il y a tant d'aventuriers blessés à la guilde ce soir-là, et Misha répond que c'est parce qu'ils ont tous été attaqués par un groupe de criminels qui ciblent et attaquent les aventuriers, la guilde des ombres. Malheureusement, avant qu'il ne puisse discuter davantage, Leviel apparaît et emmène Crasha dans sa chambre pour soigner une éminente épéiste de rang S surnommée Olivia l'Anonyme, que la guilde des ombres a également attaquée. Cependant, juste au moment où Crasha s'apprête à commencer le processus de guérison, Olivia se réveille et demande grossièrement où elle se trouve. Après lui avoir dit, Crasha lui demande alors si elle se souvient de ce qui lui est arrivé. Mais Olivia se met soudainement à maudire le salaud qui a trahi leur escouade. Quand elle n'a plus de souffle, elle dit grossièrement à Crasha de la soigner vite pour qu'elle puisse trouver le traître. Mais quand Crasha refuse, Olivia lui attrape les seins et l'insulte avant de s'évanouir peu après. Le lendemain matin, Alex se rend à la bibliothèque publique pour se renseigner sur le donjon Arcana. Mais pendant qu'il y est, il rencontre un étrange garçon nommé Louorg qui exige qu'il lui achète des parfaits et en obtient une cargaison pour lui.
Pendant que Luorg savoure les friandises, il se présente ensuite comme un membre du groupe de rang S d'Olivia, Nameless, puis mentionne qu'il est là pour observer la personne qui a rendu possible la récente promotion de leur groupe au rang S. Bien que confus, Alec demande ce qu'il a remarqué jusqu'à présent et Luorg répond qu'il a remarqué qu'Alec est la meilleure personne pour combler ce vide. Ensuite, il demande à Alec s'il est intéressé à les rejoindre pour un raid sur le donjon du labyrinthe, et Alec est un peu choqué. Pendant ce temps, Crasha rend visite à Olivia dans sa chambre pour prendre de ses nouvelles, mais quand elle la trouve en train de s'entraîner à l'épée devant Leviel, elle s'emporte contre lui. Leviel donne une excuse et essaie une fois de plus d'en savoir plus sur l'attaque. Cependant, quand Olivia refuse toujours de céder, Crasha le chasse. Elle continuera donc à soigner Olivia. En changeant ses bandages, Crasha parle d'elle à Olivia et Olivia, réalisant à quel point Crasha est simple, s'excuse d'avoir été si désagréable avec elle plus tôt. En retour, Crasha l'embrasse sur le front, ce qui perturbe suffisamment Olivia pour qu'elle demande pourquoi. Quand Crasha lui dit que c'est une habitude, Olivia se souvient instantanément comment sa mère faisait la même chose quand elle était petite. Finalement, elle se ressaisit et demande du thé à Crasha, mais au moment où Crasha la porte, elle le drogue discrètement. Quelques heures plus tard, Alec rencontre Yora et Ornest pour leur raconter sa rencontre avec Luorg. Après avoir entendu ces détails, Ornest et Yora lui disent que Luorg est un elfe plus âgé que tout réuni et que son groupe, Nameless, travaille actuellement sur le donjon du sud-ouest connu sous le nom de Labyrinthe. Quand ils interrogent Alec sur un détail que Ljord aurait pu partager. Il raconte que Ljord a mentionné qu'il se dirigeait vers le 72e étage, l'avant-dernier, espérant le nettoyer ainsi que le dernier pour obtenir leur noyau de téléportation. Non seulement ça, mais il s'avère que Ljord a aussi donné à Alec et à son groupe la permission de s'emparer du parcours s'ils parvenaient à vaincre le donjon labyrinthe. À l'époque, Alec dit avoir demandé à Luorg pourquoi il voudrait qu'il ait des matériaux si précieux et Luorg a répondu qu'il voulait se concentrer sur l'élimination de la guilde des ombres pour venger Olivia sans trop se soucier du donjon. Ceci dit, Alex raconte que Luorg a ensuite laissé tomber le noyau du 72e étage et l'a laissé réfléchir à la demande de raid. Ayant entendu tout ce qu'Alex venait de dire, Ornest soupçonne Luorg de leur tendre un piège. Malheureusement, comme ils n'ont vraiment pas le temps de réfléchir en profondeur, Ornest récupère le noyau du 72e étage, les exhorte à accepter la mission malgré tout, puis leur conseille d'aller d'abord prendre des nouvelles de Crasha à la guilde. Cependant, quand ils arrivent à l'entrée, Misha court vers eux et leur dit que Crasha a des problèmes. Sans hésiter, Alec et les autres se précipitent à l'infirmerie et trouvent Crasha marchant péniblement le long des murs du couloir. Après l'avoir soutenue, Yorja lui demande pourquoi elle est dans cet état et Crasha répond qu'Olivia l'a droguée pour qu'elle puisse retourner au labyrinthe et continuer à se battre. En entendant cela, Ornest, qui se fiche éperdument de cet épéiste malpoli, dit en gros à Crasha qu'Olivia n'est pas leur problème puisqu'elle est si forte et indépendante. Cependant, comme Mademoiselle Je sais tout a besoin que cet épisode dure un peu plus longtemps, elle débite des inepties sur le traître qui a trahi Olivia et manipule finalement les autres, y compris Ornest, pour l'accompagner au donjon labyrinthe du sud-ouest. À l'entrée du labyrinthe, Marble surgit de nulle part et accroche ses atouts portables au bras d'Alec. Confuse, Georgia demande immédiatement pourquoi elle est là avec eux, et Marble répond que c'est parce que Luorg lui avait demandé de rejoindre le raid avec son nom et durée limitée, même si elle vient de Rakroma. Ceci dit, il y a un bref silence, mais quand Marble commence à se montrer un peu trop tactile avec Alec, Georgia explose presque de jalousie. Heureusement, avant que son lance-roquette ne réagisse aux phéromones de Marble, Georgia les sépare tous les deux et vire instantanément Marble sur le champ, affirmant qu'elle préférerait la dynamique de durée limitée plutôt que d'adopter le terrible travail d'équipe du groupe sans nom. Bien que Marble ne se plaigne pas, elle leur assure qu'Olivia est une bonne personne, malgré ce que les autres pourraient penser d'elle, et Alec et Georgia choisissent de la croire. Satisfaite, Marble les supplie une dernière fois de sauver Olivia, puis retourne à la guilde pour informer Levio. Peu après, Ornest donne à Alec un bracelet de suivi spécial, un anneau de Möbius à porter, et juste après, il se téléporte directement au 72e étage. Là, Crasha dépose plusieurs cercles de téléportation à des endroits aléatoires de cet étage afin qu'ils puissent tous se reconnecter même si un piège les sépare. Pendant qu'elle s'affaire, Ornest commence à la provoquer avec sa grande gueule et de colère, Crasha le pousse dans un piège de téléportation. Alors que le piège s'active, Alec se précipite immédiatement vers Ornest pour le sauver. Mais en chemin, il tombe aussi dans un autre piège de téléportation qui le téléporte au milieu d'une armée de monstres. Là, Alec est attaqué de toutes parts. Mais alors qu'il en détruit certains avec son sort d'éclair, Crasha apparaît après avoir suivi le bracelet qu'il porte et l'aide à abattre le reste. Après, ils discutent un peu et se lancent dans un autre combat où Crasha démontre ses talents d'épéiste et élimine plus d'ennemis qu'Alec. En chemin vers la salle du boss de l'étage, Alec aperçoit les bandages d'Olivia jonchant le sol et en déduit qu'elle est proche.
Pendant ce temps, Ornest et Yorha sont vus fuyant une immense armée d'orques et de monstres morts-vivants après que le stupide Ornest ait ouvert une trappe. À un moment donné, Yorha érige un mur de terre assez grand pour les maintenir au-dessus de l'armée. Juste après, elle envoie Ornest en bas, fortifié par suffisamment de sorts de soutien, et lui fait trouver et décapiter le commandant de l'armée de monstres. Une fois cela fait, les traînards s'enfuient et le duo continue de marcher jusqu'à ce qu'ils trouvent le cadavre d'un boss d'étage qui a été assassiné d'un seul coup d'épée. Confuse, Yorha se demande qui pourrait réaliser un coup aussi fou et Ornest lui dit que c'est sans aucun doute le légendaire maître d'épée, Melia, dont on dit qu'il est le seul groupe de rang S en solo. Pendant ce temps, Melia est de vue dans une autre partie du donjon, parlant au chef de la guilde des ombres, Gloria, qui lui demande pourquoi il trahit Olivia et le reste du clan sans nom. Après avoir farmé son aura pendant quelques secondes, Melia dit que c'est simplement parce qu'il veut devenir bien plus fort qu'il ne l'est déjà. Cependant, alors que Gloria est sur le point de répondre, ses sbires arrivent pour l'informer des intrus qu'ils ont repérés au 72e étage et il leur permet de les détruire. Peu de temps après, Crachat et Alec trouvent Olivia blessée et assise dans une pièce. Alors ils s'arrêtent tout pour lui parler, mais Olivia ne bouge pas d'un pouce. Au lieu de ça, elle ordonne à Crachat de soigner ses blessures afin qu'elle puisse continuer à se battre. Mais Crachat refuse car elle sait qu'elle essaiera de s'enfuir. À ce moment-là, Alec essaie de lui faire entendre raison pour qu'elle sache que Crachat tient vraiment à elle. Mais Olivia l'ignore simplement et marche vers un cercle de téléportation. Là-dessus, Crachat demande à Alec de l'arrêter puis lui demande pourquoi elle est si obstinée à trouver ce traître. En réponse, Olivia dit que c'est parce qu'elle veut assassiner le traître qui lui a tout appris, a laissé sa mère mourir et a failli la tuer plus tôt, Melia. Ceci dit, Olivia entre d'un pas vif dans le cercle de téléportation, Alec et Crachat la suivant et ensemble, ils sont tous téléportés dans un nid rempli de divers monstres. Sans hésiter, Alec se jette sur les monstres, détruisant tout ce que sa lame touche. Au même moment, Crachat soigne rapidement les blessures d'Olivia, afin qu'Olivia puisse rejoindre le combat et lui donner assez de temps pour créer le cercle magique de téléportation qui les sortira de ce nid. Après qu'Olivia ait rejoint le combat, elle sauve habilement Alec de se faire botter les fesses par un monstre, et cela le laisse choqué par le niveau élevé de ses compétences. Alors qu'il est sur le point de continuer à se battre, la magie de Crachat cesse soudainement de s'écouler dans le cercle magique de téléportation qu'elle créait, et Alec craint qu'un monstre ne lance le sort de dévoreur de magie autour d'eux. Compte tenu de leur situation, Olivia devient encore plus sérieuse dans ses attaques et Alec améliore aussi ses compétences pour qu'elle ne le sous-estime pas. Quelques secondes plus tard, alors qu'il continue à abattre des monstres, Olivia remarque l'impressionnante maîtrise de l'épée d'Alec. Alors, elle le complimente en disant qu'il n'est pas si mauvais et lui donne des conseils utiles pour mieux manier l'épée. Peu de temps après, le duo réalise qu'ils doivent trouver le lanceur du dévoreur de magie pour terminer cette bataille rapidement. Alors, Olivia dit à Alec de retenir les monstres pendant qu'elle demande à Crachat si elle sait où se trouve le lanceur du dévoreur de magie. Une fois que Crachat lui indique la direction, Olivia glisse à travers les lignes arrière, tranchant tout monstre qui bloque son chemin, et Alec s'efforce de détruire autant de monstres que possible pour les éloigner d'Olivia. Grâce à cette stratégie, Olivia atteint rapidement l'emplacement du lanceur du dévoreur de magie, où elle le trouve en train de sonner une cloche et le poignarde à la poitrine avant de détruire la cloche. Le lanceur du dévoreur de magie étant mort, Crachat continue de créer le cercle magique de téléportation et Alec électrocute facilement les monstres les plus forts avec son sort d'éclair quintuple. Dans les secondes qui suivent, Crachat termine le cercle magique de téléportation et presse immédiatement Olivia et Alec de se mettre à portée avant que les autres monstres ne les atteignent. Une fois sur le cercle, Crachat les téléporte tous les trois vers une autre partie du donjon. Et là, Olivia remercie Alec pour l'immense aide qu'il leur a apportée. Après qu'Alec ait accepté sa gratitude, Crachat, de son côté, se plaint qu'Olivia se batte avec un corps encore en convalescence, ce qui risque de rouvrir ses blessures et d'aggraver considérablement les choses. Olivia restant silencieuse, Crachat parle alors du traître dont elle n'arrêtait pas de jacasser dans son sommeil l'autre nuit, et Olivia décide de leur raconter son histoire. Ainsi, ils comprendront pourquoi elle déteste tant cette personne. Apparemment, la mère d'Olivia est morte quand elle était très petite, mais à l'époque, Melia, le maître d'épée, l'a recueillie et lui a enseigné toutes les techniques d'épée qu'elle connaît actuellement. À l'époque, Olivia dit qu'elle admirait et respectait ce salaud parce qu'il prétendait se soucier d'elle, ne sachant pas que c'était lui qui avait assassiné sa mère. Lors d'un de ses récents raids de donjon avec Melia, Olivia a éliminé des monstres comme d'habitude. Mais cette fois-ci, juste après qu'elle ait fini de les détruire, Melia l'a poignardée dans le dos, la trahissant de la pire des manières, et a avoué son péché d'avoir assassiné sa mère avant de la quitter. Depuis, Olivia dit qu'elle a enquêté sur ses dires jusqu'à trouver la preuve qu'il l'avait vraiment fait et s'est sentie comme une moins que rien parce qu'elle avait stupidement admiré l'homme qui avait rendu sa vie insignifiante.
Ceci dit, elle montre ensuite à Alec et Crasha la terrible cicatrice que l'attaque de son maître a laissée sur son dos. Mais Alec couvre la cicatrice et l'exhorte à ne jamais oublier ses amis, Loorg et Marble, qui sont prêts à tout pour l'aider dans sa vengeance. En entendant cela, Olivia dit à Alec et Crasha que Loorg et Marble sont peut-être déterminés, mais le Melia qu'elle connaît est un maître épéiste terrifiant qui n'hésitera pas à éliminer quiconque se mettra en travers de son chemin. Malgré tout, Alec et Crasha se portent volontaires pour combattre les crapules à ses côtés. Ailleurs, Ornest et Yora marchent dans le couloir, jacassant sur toutes les bêtises qui leur sont arrivées jusqu'à présent, quand soudain, Ornest entend quelque chose rôder au coin. Peu de temps après, il tombe sur les hommes de main de Gloria qui sont en train de dévorer des noyaux de donjon et les traitent de cinglés qui aiment manger des cristaux. Après les banalités, le chef et ses laquais se jettent sur Ornest et Yora, mais Yora les capture et les lie facilement avec son sort de scellement. Suite à cela, ils interrogent le chef pour savoir pourquoi ils sont là et l'idiot révèle que leurs patrons leur ont dit de voler les noyaux de donjon des 72e et 73e étages. Satisfaite de la réponse, Georgia resserre ensuite les chaînes autour de son cou et demande quelle est leur relation avec Melia. Mais après avoir entendu le chef débiter des bêtises, Ornest et Georgia concluent qu'ils ont affaire à de la petite friture. Malheureusement, juste au moment où ils s'apprêtent à partir pour retrouver Alec et les autres, le chef lance un sort magique qui crée un gouffre massif dans le sol du donjon. Puis il capture Georgia et court vers son maître en criant joyeusement qu'il a obtenu ce qu'il était venu chercher. Ornest essaie de l'arrêter, mais malheureusement, l'idiot est juste trop rapide. Alors il le suit jusqu'au 73e étage. Pendant ce temps, Alec et Olivia discutent de l'enfance d'Alec en tant qu'utilisateur de magie astucieux et aussi de sa vie de magicien des cordes, quand ils ressentent soudain le même tremblement à proximité. Curieux, ils se précipitent dans la pièce où le gouffre est apparu et y trouvent le béret de Georgia. À peu près au même moment, le chef retourne enfin au repère de Gloria au 73e étage avec Georgia et la lui présente. Après que Georgia se soit réveillée, elle interroge Gloria pour savoir qui il est vraiment et pourquoi ils l'ont kidnappé. Mais le scélérat refuse de divulguer la moindre information sur lui-même. Au lieu de cela, il continue de la provoquer jusqu'à ce que Melia apparaisse dans toute sa splendeur et lui dise d'arrêter. Juste au moment où Gloria est sur le point de continuer à jacasser, Ornest tombe du plafond, poignarde le chef de tout à l'heure et croise le fer avec Gloria. Quelques secondes plus tard, alors que le chef se remet sur pied, Ornest exige des réponses de leur part à tous. Mais ensuite, le chef assomme Georgia et s'enfuit avec Melia vers le point le plus bas du 73e étage pour récupérer le noyau du donjon. Ornest essaie de les suivre à nouveau, mais Gloria le bloque et le combat. Après quelques cliquetis, Ornest brise l'épée de mana de Gloria et lui transperce l'estomac avec sa lance. La douleur qui en résulte fait perdre une quantité massive de sang à Gloria, mais pour une étrange raison, il ne meurt pas. Au lieu de cela, il se relève en hurlant comme un mauvais projet d'Halloween dans une mare de son propre sang, vend son âme à un démon qu'il vénère, réabsorbe tout son sang et se restaure lui-même ainsi que son épée. Alors qu'ils entament le deuxième round de leur bataille, Ornest le provoque pendant quelques secondes et poignarde facilement Gloria à nouveau. Comme prévu, Gloria réabsorbe tout le sang de la blessure par coup de couteau, comme la première fois, et le transforme en une lame de mana plus puissante. Juste avant sa prochaine attaque, il révèle à Ornest que la vente de son âme lui a conféré une magie démoniaque spéciale appelé sang ardent qui lui permet de manipuler et de transformer tout le sang qui s'écoule de ses blessures de combat en armes ou en sorts puissants. Ayant dit tout cela, il déchaîne ensuite une lourde attaque de fente aérienne sur Ornest, mais Ornest l'esquive facilement. Voyant cela, Gloria continue de lancer plusieurs fentes aériennes lourdes consécutives, dont certaines blessent Ornest. Cependant, au moment où Ornest pense à se retirer de la bataille, Gloria conjure un fouet magique, l'attrape par la jambe et le projette au sol pour l'arrêter. Là-dessus, Gloria commence à le provoquer, pensant qu'Ornest est aussi bon que mort. Mais malheureusement pour lui, Ornest se relève en moins d'une minute après avoir été projeté, invoque sa lance légendaire et la plante dans le mur derrière Gloria pour le distraire. En quelques secondes, il réduit la distance entre lui et l'assaillant et l'assomme d'un coup de poing sournois en plein sur sa sale tronche. Pendant que Gloria récupère, Ornest se souvient d'une des batailles simulées qu'il a eues avec Alec pendant leur jour à l'académie, il y a 6 ans. Ce jour-là, Alec et Ornest fanfaronnaient comme d'habitude, mais quand la bataille a commencé, Ornest a été submergé par la lame magique géniale d'Alec et a accidentellement lancé sa lance dangereusement près du visage de leur directrice, Rosie. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils purgent leur punition, Alec concède sa défaite, citant qu'Ornest s'était créé une ouverture en distrayant le lanceur et Ornest accepte la victoire pour la journée. Étant donné à quel point il était étrange de se souvenir d'un tel souvenir au milieu d'un combat, Ornest s'en sort rapidement et continue de frapper Gloria au visage. Puis, une fois qu'il en a eu assez, il met Gloria à terre une fois de plus avec un autre coup de poing sournois et lui dit qu'il va le tabasser sans relâche jusqu'à ce qu'il ne respire plus, pour qu'il n'ait même pas le temps de saigner du tout.
Peu de temps après, Gloria se remet sur pied encore une fois, mais cette fois, il se poignarde avec ses 2 dagues de sang et utilise le sang qui s'écoule pour invoquer un sort d'attaque démoniaque de très haut niveau qui fait figer Ornest dans une peur et un choc immense. Pendant ce temps, Leveille et Louorg sont vus en train de manger et de boire au restaurant de la guilde alors qu'ils discutent de la rumeur selon laquelle Alec pourrait utiliser les 5 formes de magie élémentaire. Cependant, pendant qu'ils y sont, Marble les interrompt soudainement et leur dit qu'Olivia est retournée au labyrinthe pour continuer à se battre. Maintenant, avant qu'il ne s'inquiète, elle ajoute qu'Alec et ses amis sont partis à sa poursuite. Mais même ainsi, Leveille craint que ces Nenrods ne ruinent ses plans d'attendre le bon moment pour tendre une embuscade à la guilde des ombres. Alors, pour éviter que cela n'arrive, il finit sa boisson et sort en trompe du bâtiment pour se rendre au labyrinthe. Dehors, il s'arrête et demande à Marble si elle pense qu'Alec peut utiliser des sorts offensifs autres que la magie du feu et de la foudre. Quand Marble lui assure que le feu et la foudre sont les seuls éléments qu'elle a vu Alec utiliser, Louorg est légèrement déçu que les rumeurs qu'il avait entendues sur Alec maniant les 5 éléments soient fausses. Alors qu'il continue de courir vers le labyrinthe, Alec apparaît juste devant Ornest au meilleur moment possible et utilise rapidement le sort de réflexion pour renvoyer l'attaque de magie de feu de Gloria vers lui. Après, Crachat et Olivia les rejoignent et demandent s'ils sont sûrs que l'attaque de réflexion a éliminé Gloria. Malheureusement, juste au moment où ils le pensaient, Gloria surgit de ses propres flammes, arrache un morceau de sa peau brûlée et rassemble plus de mana pour son prochain sort. Pendant ce temps, Ornest dit à Alec et aux filles que le type louche de tout à l'heure et Melia lui ont pris Yora, presque comme si c'était elle qu'ils cherchaient, et se sont enfuis avec elle vers un endroit inconnu. Bien qu'Ornest ne sache pas grand-chose de leur plan, il leur assure à tous que ces criminels sont après le noyau du donjon du 73e étage. En entendant cela, Crachat le soigne, prend son anneau de Möbius et dit à Alec et Ornest de tenir Gloria occupée pendant qu'elle et Olivia avancent la lance pour sauver Yora. Peu de temps après, Gloria les attaque à nouveau avec des sorts de feu, mais Alec réfléchit les attaques, s'assurant de créer de la fumée autour de l'espace, puis fait passer Crachat et Olivia discrètement derrière la fumée afin qu'elles puissent continuer à poursuivre Melia et le chef. Peu après avoir vu Crachat et Olivia partir, Gloria cède toute sa force vitale à son démon, Zorg, renaît en bête super rapide et enragé, puis mord Ornest à l'épaule, le tout en une fraction de seconde. Confus, Alec l'attaque avec son sort d'éclair fulgurant, mais quand Gloria les esquive tous, il change de tactique et utilise son sort de foudre à large portée, Caravnos, pour tenter d'électrocuter Gloria à mort. Malheureusement, même cela ne fonctionne pas car immédiatement, Alec arrête l'attaque. Gloria transforme son sang en épée jumelle et attaque continuellement Alec avec sa fente aérienne jusqu'à ce que le bouclier de défense d'Alec se brise. Juste à ce moment-là, Ornest apparaît derrière lui pour lancer une attaque furtive, mais Gloria contre-attaque et continue de le submerger d'un barrage de coups de poing sournois et de coups de pied jusqu'à ce qu'Ornest s'évanouisse. Suite à son attaque, Gloria commet alors l'erreur de se distraire à nouveau. Alors, pendant ce laps de temps, Ornest se réveille rapidement et poignarde l'idiot au ventre avec sa lance. Après cela, Ornest se remémore un autre souvenir qu'il a partagé avec son ami d'enfance, décédé prématurément d'une maladie incurable. Bien que ce fût bien avant qu'il ne rencontre Alec et les filles, il se souvient encore d'avoir perdu contre ce petit gars chaque jour lors de leur bataille simulée. À l'époque, chaque défaite le motivait à continuer de s'entraîner, mais une nuit, quand il a découvert que le gars était mourant, il s'est effondré et l'a supplié de ne pas le laisser comme ça. Ayant pitié du petit Ornest, le gars lui a cédé toutes ses victoires. Mais malgré cela, Ornest était toujours très triste d'avoir perdu son ami et rival. Ayant retrouvé un souvenir si important, Ornest débloque une fonction spéciale de son artefact de lance légendaire. Une qui lui fait produire du feu à sa pointe et continue de poignarder et de brûler Gloria au ventre. À peu près au même moment, Melia et le chef arrivent enfin à la porte d'entrée menant aux profondeurs du 73e étage et l'ouvrent. À l'intérieur, le chef monte joyeusement les escaliers jusqu'à l'hôtel, situé au centre de l'espace, et vole le noyau du donjon. Cependant, alors qu'il passe à la phase suivante des plans de la guilde des ombres, Ornest, qui se bat toujours contre Gloria, demande à Alec d'augmenter la chaleur dans la pièce. En entendant cela, Gloria est un peu confus, sentant qu'Ornest essaie peut-être de faire une très mauvaise blague. Mais quand Alec enveloppe tout le corps d'Ornest et sa lance dans un linceul de pur feu magique, il réalise qu'il est cuit, littéralement. En quelques secondes, Ornest bombarde le Gloria confus d'un barrage de coups de lance jusqu'à ce qu'il coupe définitivement le bras droit de Gloria. Puis, alors que Gloria supplie désespérément Alec de réduire la chaleur, Ornest reçoit encore plus de magie de feu d'ignition d'Alec et projette l'idiot au sol. Alors que sa vie défile devant ses yeux, Gloria se bat désespérément contre Ornest, tentant le tout pour se sauver, mais hélas, Ornest est en pleine récolte d'aura à ce moment précis, donc il ne peut absolument rien faire pour s'en sortir. Pendant que le pauvre bougre grimace de douleur, Ornest prend quelques secondes pour saluer la force de Gloria et remercier son ami d'enfance de l'avoir forgé. Puis, sans attendre, il se relève, tranche d'autres membres de Gloria et lui porte le coup de grâce, déchiquetant son corps entier en lambeaux irréparables.
Une fois Gloria hors jeu, Orneste fait sa marche de héros dramatique pour retrouver son pote et papote avec lui quelques minutes de plus. Pendant ce temps, Yorja se réveille dans les profondeurs abyssales du 73e étage avec Melia et le chef de bande et s'inquiète énormément en découvrant que ce dernier a déjà volé le cœur du donjon. Alors que cet idiot sans cervelle continue de rabâcher Yorja à en mourir, Melia, visiblement lassée de l'entendre jacasser, le tranche dans le dos et le laisse pour mort. Peu après, il ramasse le cœur du donjon et commence à appeler Yorja la chercheuse. Mais Yorja lui dit n'avoir jamais entendu un tel terme auparavant. Cependant, au lieu de lui donner des explications, Melia lui parle d'Éden, la terre où les grands vœux du cœur du donjon se réalisent, et lui demande si elle, en tant que chercheuse, peut la voir. Dès qu'elle répond non, le chef de bande jure que sa guilde le vengera, mais à la surprise générale, Melia accueille avec plaisir les batailles de futur et l'achève. Ensuite, il aperçoit Olivia et Crachat s'approcher de l'hôtel où ils se trouvent et commence à se dénoncer, expliquant aux filles comment il compte se faire encore plus d'ennemis. Ainsi, il espère bien créer quelqu'un d'assez fort pour le divertir. Quand Yorja aperçoit aussi Olivia et Crachat, elle prévient Melia qu'Alec et Orneste vont bientôt les rejoindre et qu'il ferait mieux de filer. Mais Melia l'assure qu'il est plus qu'heureux de combattre quelqu'un comme Alec, le fils d'Arya et Grey. À peu près au même moment, Alec laisse Orneste derrière lui après que ce dernier lui ait rapporté les avertissements de Rosie de ne pas se mêler d'un combat avec le maître lame et fonce dans la salle spéciale pour retrouver Olivia, Crachat et Melia. Cependant, quelques instants avant son arrivée, Olivia fonce devant Melia, sauve Yorja et la ramène à leur formation. Crachat tire alors de multiples flèches magiques sur Melia, mais il bloque l'attaque entière avec sa robe. Voyant cela, Yorja tente alors d'immobiliser le maître lame avec un sort de scellement, et pendant que les chaînes le retiennent, elle enchante la prochaine flèche de Crachat cette fois, la transformant en une flèche de phénix. Malheureusement, quelques secondes seulement après que Crachat ait décoché la flèche, Melia se libère sans effort du sort de scellement de Yorja et tranche l'attaque magique avec sa simple lame physique. Ensuite, Olivia apparaît derrière lui pour lancer une attaque surprise, mais après l'avoir bloqué, Melia passe en mode Tokno Jutsu et exprime sa déception de ne pas l'avoir vu embrasser la solitude comme il le lui avait enseigné. Apparemment, pendant des années, la pauvre Olivia s'est accrochée à la solitude exactement comme son cher professeur le lui avait appris, espérant ainsi acquérir assez de puissance pour devenir la plus forte par elle-même. Cependant, maintenant qu'elle a vu à quel point le pouvoir de l'amitié la renforce, elle jure de ne plus jamais être seule. Cela dit, elle continue d'attaquer et de condamner Melia pour avoir encore essayé d'agir comme une figure paternelle dans sa vie, alors qu'il n'avait que rarement su à quel point elle se sentait mal à l'époque. Et bien que Melia se défende contre ses attaques, il reste silencieux, écoutant la pauvre Olivia vider son sac et exprimer ses sentiments. Puis, une fois qu'elle a fini de déverser son traumatisme, il la tranche à la poitrine et la projette contre un rocher tout proche, la blessant davantage. Voyant cela, Crachat tente alors de tirer une dernière flèche magique sur Melia, mais il l'attrape comme un avion en papier et se rapproche un peu plus de Yorja et Crachat pour les achever. Connaissant son maître, Olivia hurle à Crachat et Yorja de courir aussi vite que possible, mais à ce moment précis, Melia les attaque avec une entaille aérienne rouge mortelle de sa lame. Avec très peu de temps pour réagir, Olivia saute instinctivement devant les filles et encaisse toute l'attaque pour qu'elles puissent survivre. Quelques secondes après l'attaque, Crachat trouve Olivia gisant impuissante, haletant et faisant désespérément de son mieux pour la soigner. Cependant, lorsque sa magie de guérison échoue, Olivia dédie le reste de la bataille à Alec et s'évanouit. À peu près au même moment, Alec descend du ciel dans une rage folle et croise le fer avec ce salaud. Après que Melia l'ait repoussé, Alec dit à Crachat de continuer à soigner Olivia, puis il fonce droit sur Melia pour continuer à le combattre. Au milieu de leur combat, Alec demande à Melia pourquoi il a trahi Olivia de la sorte, vu la confiance qu'elle lui accordait, mais cet idiot inutile la blâme entièrement pour tout. Enragé, Alec charge Melia aveuglément, mais après avoir esquivé l'attaque, Melia dit à Alec de le combattre avec ses sorts magiques les plus puissants, et Alec invoque immédiatement Vajra, le dieu du tonnerre. Ensuite, il envoie Vajra attaquer Melia, mais Melia lutte jusqu'à être blessée et saigner du front avant de finalement trancher le sort. Après avoir dissipé l'attaque, il salue l'habileté et la force d'Alec, mais le traite toujours de faible car il manquait d'intention meurtrière dans sa magie. Après avoir entendu ses commentaires désobligeants, Alec désespère et décide d'utiliser tout le mana de son corps, y compris une partie de sa force vitale pour invoquer le sort le plus risqué qu'il ait jamais appris. Pendant qu'il s'y attelle, Yorja le remarque immédiatement et tente de l'empêcher de se détruire, mais Crachat lui dit qu'il est déjà trop tard. Après avoir converti tout le mana de son corps en puissance magique, Alec invoque un sort original que lui seul peut lancer, nommé le Limit Break, et dépasse facilement toutes les limitations des 5 magies élémentaires: l'eau, le feu, le vent, la foudre et la terre. Bientôt, son corps entier se couvre d'un dense linceul lumineux aux 5 couleurs, et il acquiert la capacité d'utiliser les 5 magies élémentaires simultanément.
Pour sa première attaque, Alec invoque son sort offensif de combinaison des 5 éléments, la libération aux 5 couleurs, un sort qui fusionne les 5 magies élémentaires en une seule attaque dévastatrice et attaque Melia avec, mais ce dernier le tranche sans difficulté. Après cela, il l'attaque avec seulement de la magie du vent. Au début, Melia a du mal à trancher le vent à cause des rotations à grande vitesse, mais quand il parvient finalement à le couper, il subit une blessure à la poitrine assez grave pour faire vaciller et saigner quelqu'un comme lui. Voyant cela, Alec bombarde immédiatement Melia avec d'autres tornades de vent de haut niveau, piégeant finalement Melia dans l'une d'elles. Mais finalement, Melia tranche le sort avec ses lames jumelles rouges spéciales. Suite à cela, il fonce sur Alec pour réduire la distance entre eux, mais Alec l'attaque avec un éclair de terre, et bien que Melia parvienne à trancher les sorts, il perd l'une de ses lames jumelles dans le processus. Là-dessus, Melia jette joyeusement son épée brisée, réalisant qu'Alec est la seule personne capable de lui offrir le combat qu'il désire tant. Pour remercier Alec d'être allé si loin, Melia promet de se donner à fond désormais, mais avant cela, il appelle Alec l'apprenti d'Eldius, et Alec est un peu confus. Curieux, il demande à Melia s'il connaît l'endroit où se trouve Eldius, mais Melia le met en garde de ne pas essayer de le chercher. Cela dit, Melia demande ensuite à Alec si Eldius lui a déjà dit comment sa mère était morte. Bien qu'on ait dit à Alec que sa mère était morte de la peste, Melia l'assure que quelqu'un d'aussi fort qu'Arya et Grey ne mourrait jamais d'une chose aussi stupide. En d'autres termes, on a menti à Alec toute sa vie. En entendant cela, Alec désespère et hurle à Melia de lui dire la vérité. Mais Melia l'ignore et passe à la prochaine phase de leur bataille. Cette fois, il sort le cœur du donjon qu'il a volé au chef de bande plus tôt, active les pouvoirs du miasme violet qu'il contient et absorbe toute son énergie dans son épée. Dans une autre partie du donjon, Lavielle, Marbel et Lourg retrouvent un Ornest blessé sur le site de la bataille, là où il a vaincu Gloria, et Lourg lui administre immédiatement de la magie de guérison pour panser ses plaies. Peu après avoir été soigné, Ornest informe Lavielle et les autres qu'Alec a déjà activé son Limit Break et utilise actuellement la libération aux 5 couleurs pour combattre Melia dans les profondeurs les plus reculées du 73e étage. En entendant cela, Marbel et Lavielle commencent à louer Alec pour son génie magique, mais Ornest prévient que l'utilisation du Limit Break n'est pas si bénéfique pour le corps d'Alec, à en juger par la nature très exigeante du sort qui demande à Alec d'épuiser tout son mana interne et aussi de récolter du mana de l'atmosphère. Ornest leur dit qu'il ne peut maintenir ce sort que 10 minutes maximum, sinon ce sera bye bye Alec. Sachant cela, Ornest se lève pour rejoindre Alec afin de l'aider, mais en chemin, son corps lâche à nouveau et Lavielle lui dit de se calmer. Après avoir fait reposer Ornest, Lavielle appelle le fossoyeur de la guilde, une sorte de Lex Luthor version discount de Temu, et lui fait sceller les restes de Gloria dans un cercueil magique directement lié aux enfers. Après cela, il surprend Marbel en train de parler de l'avantage d'Alec sur Melia, puis il lui fait savoir que si Melia possède le cœur du donjon du dernier étage, qui contient en gros le plus de mana de tout le donjon, alors Alec est bon pour la casse. À peu près au même moment, Melia attaque Alec avec son tristement célèbre coup d'épée, explosion de mana, qui envoie des entailles aériennes violettes mortelles vers lui. Et bien qu'Alec tente d'utiliser son sort de réflexion pour renvoyer l'explosion de mana à Melia, son explosion de mana finit par le traverser. Voyant cela, Alec sait qu'il est cuit s'il essaie d'utiliser la réflexion pour bloquer les explosions de mana suivantes de Melia, mais heureusement, alors qu'il tente d'échapper aux autres attaques d'explosion de mana de Melia, Yorja en bloque la plupart avec sa magie de mur de terre et de glace. Peu après, Melia interrompt ses attaques pour reprendre son souffle, mais pendant qu'il s'y emploie, Olivia dit à Yorja et Crasha qu'elle a un plan. À ce moment-là, il est révélé qu'Alec utilise le Limit Break depuis 5 minutes, ce qui signifie qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Cependant, alors qu'il peine à reprendre son souffle, Melia se jette sur Alec et le bombarde de plusieurs coups à bout portant pour l'épuiser. Pendant qu'Alec tente désespérément de bloquer les coups, Yorja apparaît derrière lui et immobilise Melia à plusieurs reprises pour donner à Alec le temps d'activer son prochain sort. Quelques secondes plus tard, Alec déchaîne un autre sort de libération aux 5 couleurs, mais après que Melia les ait tous tranchés, il augmente la puissance de ses attaques en combinant Caravnos, un sort de dieu du tonnerre, l'embrasement sacrificiel et la foudre, puis dirige le tout sur Melia. Sentant le danger, Melia tente de trancher tout le combo d'attaque avec son explosion de mana, mais le recul provoque une explosion massive qui déforme la vision d'Alec. Suite à l'explosion, Crasha signale à Alec de se tenir prêt pour la suite, et presque instantanément, Alec dégaine Fjord, son artefact légendaire, pour continuer la bataille au corps à corps. La fois suivante, où Melia tente d'attaquer Alec avec son explosion de mana, Crasha active le sort Mangeur de magie et empêche Alec et Melia d'utiliser la magie. Malgré ce développement inopportun, Melia et Alec continuent de croiser le fer en égo pendant les quelques minutes suivantes.
Pendant une autre pause dans leur bataille, Melia rappelle à Alec qu'il lui reste moins d'1 minute avant l'expiration de son sort, Limit Break. Sachant cela, Alec charge Melia, gardant son centre de gravité bas, force une ouverture dans sa défense et porte un coup d'épée bas qui non seulement blesse le visage de Melia, mais le laisse aussi impressionné par l'ingéniosité et l'efficacité des attaques d'Alec. Voyant cela, Melia recommence à provoquer, mais juste au moment où il s'apprête à porter le coup de grâce à Alec, Olivia surgit de nulle part et lui tranche la poitrine. Après cette attaque réussie, Olivia demande alors à Melia pourquoi il l'a recueillie et rendue forte, mais Melia promet de le lui dire quand elle l'aura vaincue. Cela dit, Olivia puise dans sa détermination, ignorant ses blessures, et combat Melia de toutes ses forces. Quand Melia domine Olivia, Alec rejoint la bataille avec seulement 10 secondes avant la désactivation de son Limit Break et déchaîne des attaques coordonnées avec Olivia. Bientôt, son compte à rebours de 10 secondes s'écoule, mais juste au moment où Melia est sur le point de l'achever, Crachat annule le sort Mangeur de magie, conformément au plan d'Olivia, et Alec déchaîne immédiatement la foudre céleste sur Melia. Dans cette fraction de seconde, Melia tente de trancher le sort à nouveau, mais cette fois, Yorja érige un bouclier pour maintenir l'épée de Melia piégée derrière lui. Après avoir survécu à la foudre, Melia essaie d'utiliser l'explosion de mana à nouveau. Mais Olivia le bloque encore une fois et donne juste assez de temps à Alec pour déchaîner une autre attaque de foudre. Comme prévu, Melia survit au deuxième sort de foudre. Cependant, alors qu'il tente désespérément de porter le coup de grâce à Alec, la flèche de Crachat lui transperce la poitrine, le laissant vulnérable pour la première fois de sa vie. Après l'attaque, Alec s'évanouit et Melia concède sa défaite en remettant le cœur du donjon du dernier étage au vainqueur, Olivia et ses amis. Cependant, avant de récupérer le cœur, Yorja dit à Crachat et Olivia que la Guilde des Ombres la voulait parce qu'il la considère comme l'élue ou la chercheuse dont on dit qu'elle est la seule personne capable de voir Eden. En plus de tout ce qu'elle a dit, Melia ajoute également que les cœurs de donjon ont une volonté propre, mais comme écouter leur voix subtile et si agaçant, seuls quelques élus comme Yorja peuvent les déchiffrer et en rassembler suffisamment pour trouver le chemin d'Eden. Malgré tout cela, Olivia refuse toujours de croire qu'elle a failli mourir dans un conte de fées. Cependant, alors qu'elle s'effondre, un Alec à moitié conscient se réveille soudainement pour rappeler à Melia qu'il doit répondre aux questions d'Olivia sur la raison de sa trahison, surtout maintenant qu'il a été vaincu. Alors, pour tenir sa part du marché, Melia commence son histoire en demandant à Olivia et aux autres s'ils connaissent le syndrome du donjon, une certaine maladie où le pouvoir du donjon transforme les gens en monstres. Après que Crachat et les autres aient affirmé le savoir, Melia leur raconte que la mère d'Olivia a contracté la maladie il y a de nombreuses années, à l'époque où ils étaient de jeunes épéistes, hommes et femmes, risquant leur vie à tuer des monstres pour l'adrénaline. Au fil des ans, la mère d'Olivia a eu Olivia et a contracté la maladie lors d'un de ses raids de donjon avec son groupe. Cependant, alors que son corps se transformait en celui d'un monstre, elle a supplié Melia de mettre fin à sa vie avant qu'il ne soit trop tard et Melia l'a décapitée aussi vite qu'il le pouvait pour qu'elle ne souffre pas. Suite à cet acte unique, Melia dit s'être senti un peu responsable de sa mort. Alors il a quitté le groupe, a recueilli la petite Olivia et lui a appris à se battre. Pour continuer son histoire, Melia raconte à Crachat et aux autres un souvenir précis qu'il a partagé avec la petite Olivia quand elle a failli l'appeler son père mais s'est dégonflée à la dernière minute. Apparemment, après avoir entendu Olivia l'appeler son père, Melia dit qu'il a commencé à se sentir coupable d'avoir mis fin à la vie de sa mère de cette façon. Dans sa quête de réponse, il a découvert Eden, une terre où tout vœu peut être exaucé, et a tout abandonné juste pour tenter de ramener la mère d'Olivia. Cependant, pour éviter d'être plaint, Melia termine son histoire et provoque Olivia pour qu'elle mette fin à sa vie, afin qu'elle puisse reprendre tout ce qu'il lui a pris. Malheureusement pour lui, juste au moment où Olivia est sur le point de prendre sa décision, Lourg, Marbel, Laviel, Ornest et le Fossoyeur débarquent tous et retrouvent Olivia et les autres. Après les salutations d'usage, Olivia décide de laisser Melia entre les mains de la justice et un Melia dévasté jure que les blessures de son passé la rongeront et la détruiront. Comme prévu, Olivia voit clair dans ses menaces creuses et lui remet les idées en place pour l'aider à comprendre que sa philosophie d'embrasser la solitude était fausse depuis le début. Au moment où Melia accepte le fait qu'il avait tort, il reconnaît sa force pour la première fois et Olivia verse secrètement des larmes de bonheur en faisant ses adieux à Melia. Peu après, Laviel et le Fossoyeur arrivent pour piéger Melia dans le cercueil éternel. Mais avant d'en arriver là, il le laisse prononcer ses derniers mots. Après avoir rappelé à Alec de trouver la vérité derrière la mort de sa mère, Melia fait signe au Fossoyeur de faire le nécessaire. Et dans les quelques secondes qui suivent, le Fossoyeur piège Melia à l'intérieur du cercueil des lamentations. Là-dessus, Olivia et Alec s'évanouissent.
Mais heureusement, Crachat les soigne rapidement tous les deux. Une fois Olivia remise sur pied, elle et Lourg discutent des conséquences de ses actions égoïstes. Après que Lourg lui ait pardonné son imprudence, il se tourne vers Alec pour le remercier d'avoir vaincu Melia et déclare officiellement le donjon du sud-ouest nettoyé. Une fois cela réglé, Lourg ramasse le cœur du donjon du dernier étage et le lance à Yorja en guise de remerciement pour avoir vaincu le maître lame. Pour une raison étrange, au moment où Yorja attrape le cœur, il se met soudainement à briller d'un jaune éclatant. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre pourquoi, elle s'effondre et se retrouve dans une autre dimension face à un arbre jaune doré lumineux et éclatant orné de fruits d'or. Pendant qu'elle explore cet espace, une silhouette humanoïde jaune doré apparaît devant elle, l'appelle la chercheuse et lui dit que si elle veut entrer à Eden et manger le fruit d'or, elle doit alors rassembler plus de cœurs de donjon et retrouver son chemin en temps réel. Ayant dit tout cela, la silhouette repousse la conscience de Yorja dans son corps et elle se réveille dans une pièce lumineuse avec Alec dormant paisiblement à ses côtés. Éprise de sa mignonnerie, Yorja descend de son lit, se rapproche de lui à pas de loup, lui murmure des mots doux à son corps inconscient, puis se penche pour lui donner un baiser baveux. Malheureusement, avant qu'elle ne puisse accomplir sa mission, Ornest et Crachat surgissent de différents coins de la pièce et disent à Yorja qu'ils ont tout entendu ce qu'elle venait de dire à Alec. Embarrassée, Yorja hurle jusqu'à ce qu'Alec se réveille. Puis elle leur raconte qu'elle a rêvé d'Éden, récupère le cœur auprès de Crachat et le tient pour voir s'il brillera à nouveau. Quand rien ne se passe, Yorja dit à Alec qu'elle veut rassembler autant d'autres cœurs de donjons que possible pour pouvoir atteindre Éden et arrêter le reste de la guilde des ombres. Et Ornest et les autres acceptent immédiatement ses plans. Au milieu de leur célébration, Alec confesse soudainement qu'il ne peut temporairement plus utiliser la magie à cause des effets secondaires du Limit Break. Alors, pour le préparer à leur prochaine aventure, Yorja l'emmène chez Olivia pour pratiquer l'escrime quelques heures plus tard. Quand Olivia découvre le handicap d'Alec, elle exprime son choc. Mais ensuite, quand Alec lui dit qu'il prévoit d'enquêter sur la guilde des ombres, elle conseille à Yorja de fouiller dans son arbre généalogique très gênant et complexe pour voir si elle a un frère nommé Guren. Car, selon son enquête, elle a appris que c'est lui qui a ordonné son enlèvement par la guilde des ombres. Quelques instants plus tard, après s'être entraîné avec Olivia, Alec rend visite à Misha et Lavielle pour leur demander si des tournois leur permettent de combattre d'autres humains et d'acquérir de l'expérience. Eh bien, Misha leur parle des tournois d'arts martiaux, du festival de combat qui se déroule actuellement dans le sud, puis ajoute que c'est un tournoi où ils peuvent affronter d'autres aventuriers et chevaliers pour se faire un nom et gagner un cœur de donjon. Alec et ses potes s'y rendent le lendemain. Quand ils arrivent à la cité du sud, les quatre font un cri de ralliement et se précipitent vers leur prochaine aventure. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous qu'il arrive ensuite à Alec et à la période qui s'ensuit? Pensez-vous que leur prochaine aventure sera aussi amusante que la première? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de résumés d'animes comme ceci, regardez plutôt cette vidéo.